Rebonjour, ici Laurence de Parler pour comprendre, le podcast qui vulgarise les concepts clés du féminisme. Aujourd'hui, tel que mentionné dans le dernier épisode, nous allons parler d'intersectionnalité, une notion qui est, à notre avis, indissociable au féminisme. Nous allons donc parler de diversité, d'inclusion et l'important rôle à jouer des organisations. Pour en discuter, Elissa et moi avons invité Nicole Pigotte, présidente et responsable de l'inclusion chez Women of Color Thrive, en français, Élevées Femmes de couleur, une organisation qui a pour but une transformation positive dans le milieu du travail pour que les femmes de couleur prennent leur place au sein du leadership organisationnel. Donc sans plus tarder, je vais laisser Nicole vous en parler davantage. Bonne écoute! Bonjour Nicole, merci d'être avec nous aujourd'hui. Enchantée. Enchantée. Merci beaucoup pour votre temps et d'être ici avec nous aujourd'hui. Là, ça fait très plaisir. Bien, moi aussi, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Puis merci de l'invitation. Ça va être le fun de présenter un petit peu qu'est-ce qu'on fait à la Élevée Femmes de couleur. Ben, c'est exactement ça. En fait, ma première question, c'est avant tout, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton travail et de ses implications? Absolument. Moi, je refuse jamais une opportunité de parler de ma passion. Alors, mon nom est Nicole Pigotte. Je suis la présidente et le chef de l'inclusion chez Élevées Femmes de couleur ou Women of Color Thrive. C'est un nouvel organisme qu'on a fondé et commencé, débuté au mois de mars 2020. Suite aux événements de l'année dernière, je pense que tout le monde a été ébranlé, perturbé par ce qu'on a vu pour les gens, surtout de race noire aux États-Unis et aussi au Canada. Et puis les gens autochtones ici au Canada, qui a fait en sorte que moi, j'ai dû faire une prise de conscience, une décision de voir si je continue à faire ce que je faisais, que j'adorais, ou bien si je changeais de voie, de faire en sorte de faire un changement matériel pour changer le vécu des femmes de couleur au Canada. Alors, l'organisation Élevées Femmes de couleur a comme but de mettre en place des mesures concrètes pour changer la réalité des femmes de couleur au Canada. De faire en sorte que les femmes de couleur soient valorisées, soient incluses, soient beaucoup plus représentées au niveau des postes de direction en entreprise et surtout sont reconnues pour la valeur et la qualité de ce qu'elles peuvent apporter à la société. Dans mon cas à moi, je suis une professionnelle RH, 25 ans d'expérience en RH dans des grosses multinationales canadiennes. Et puis, au cours de mes 25 ans en RH, j'ai pu faire quelques constats pour ce qui est de l'inclusion et diversité. Puis c'est ces constats-là qui ont fait en sorte que j'ai dû prendre des décisions de changer ma voie de carrière il y a quelques années. Le premier constat, c'est que la plupart des organisations sont d'accord que l'inclusion et la diversité fait partie des valeurs et des priorités des entreprises. Je pense qu'on peut aller dans aucune entreprise, qu'il n'y a personne qui va nier que c'est une valeur que les entreprises canadiennes détiennent. Dans la plupart des organisations, les gens qui sont responsables de l'inclusion et diversité, malheureusement, sont rarement dans les postes de haute direction en entreprise. Fait que souvent, c'est des postes qui ont peu d'influence, peu de capacité de décision. Alors, malgré que c'est une priorité, une valeur, ça ne se transmet pas dans les positions que peuvent occuper les gens qui sont responsables de l'inclusion et la diversité. Fait qu'il y a une dissonance, une divergence entre une déclaration de priorité et de valeur et puis la façon que ça se transmet en termes de priorité des ressources en entreprise. L'autre affaire
qui est très positif, par contre, c'est que malgré ça, on a quand même vu dans les dernières années du progrès. On voit plus de présence des gens de diversité en entreprise, on voit beaucoup plus de femmes dans des postes de direction, on voit que le vivier de talent commence à se remplir avec des femmes qui ont des opportunités de croissance, de carrière, etc. Mais l'autre affaire qu'on a pu voir avec la pandémie, c'est que c'est très fragile. Parce que dès qu'il y a eu une perturbation comme la pandémie, on a vu un recul. Et pourquoi vous pensez qu'on a vu un recul et que la pandémie a autant eu un impact? Tout ce qu'on fait au niveau de la diversité et de l'inclusion est fébrile et fragile. C'est pas ancré dans l'ADN de nos entreprises. Puis tout le fait de ne pas avoir investi dans les ressources nécessaires, de faire en sorte que ça soit durable, ben la pandémie, c'était juste l'opportunité propice pour défaire une bonne partie des progrès qui ont été réalisés dans les dernières années. Fait que moi, j'ai eu ma belle carrière. J'étais responsable des RH chez Rio Tinto pour les Amériques. Et une amie de longue date, d'ailleurs, c'est une amie, la meilleure amie de la mère à Elissa, Caroline Coty, a m'approché pour développer une certification parité. J'ai pu jumeler toute ma passion pour avoir un impact positif sur la croissance des femmes en entreprise et la réalisation du potentiel des femmes en entreprise avec tout le beau réseau que j'ai pu développer avec les hauts dirigeants d'entreprises au Canada. C'était le moment propice de amener ces deux choses-là ensemble pour faire en sorte de faire un changement matériel. Alors, on a lancé en 2020 2 changements majeurs à la certification parité. Et c'est là que j'ai fait un constat qui a changé ma vie. Puis c'est le constat qui a fait en sorte qu'on a lancé Élever Femmes de couleur. Alors, je vais vous partager un petit peu c'est quoi ça. Bien, tout le monde a été, je dirais, ébranlé par la pandémie. Il n'y a personne qui ne vit pas les effets d'un confinement prolongé, d'une distance de ses proches, de l'inquiétude et l'insécurité qu'on a pu vivre de notre propre santé, autant physique que mentale. Alors, tout le monde a été touché par ça. Mais jumelé à ça, pour les gens racisés et surtout les gens noirs, la mort de George Floyd, en fait le meurtre de George Floyd, de Breonna Taylor, de Ahmaud Arbery, de plusieurs. En fait, c'est la première fois dans ma vie que j'ai observé l'inhumanité que peuvent vivre les gens de race noire en Amérique du Nord. Et puis, j'ai dû faire face personnelle, puis je pense que tous les gens de race noire ont fait face, ont été confrontés par toutes les expériences qu'on a pu rationaliser dans notre vie, des expériences qu'on a vécues, qu'on a dit c'est la réalité, puis qu'on a fait normaliser parce que ça faisait partie intégrale de notre vécu. Puis la mort de George Floyd nous a forcés à confronter cette réalité-là. Puis moi, je n'étais pas à l'abri de tout ça. Alors, à ce moment-là, parallèle avec ça, on avait introduit 2 thèmes à la certification parité en 2020, dont l'intersectionnalité et la responsabilité sociale des entreprises. Quand on a commencé à regarder les résultats de la certification en 2020, il y a des thèmes qui ont ressorti. Fait que, n'oubliez pas, pandémie, l'attaque des gens de race noire aux États-Unis, une prise de conscience de la majorité des gens de race noire et les résultats de la certification parité 2020 démontrent
que le racisme et la discrimination systémique s'appliquaient dans nos entreprises canadiennes. Puis qu'est-ce que moi j'ai pu constater? C'est qu'on était de très proche de célébrer d'avoir atteint une présence de femmes qui siègent sur des conseils administratifs assez importante, parce qu'on approchait 30% de femmes qui siègent sur des conseils administratifs au Canada. On commençait à avoir une présence importante de femmes dans des rôles d'exécutifs en entreprise. Mais quand on regardait le profil de ces femmes-là, il y avait un thème qui se répétait. C'était des femmes blanches. Et les femmes de couleur étaient absentes. Alors moi, j'ai commencé à creuser. J'ai dit, ben, il doit y avoir une raison pour ça, là, ça n'a aucun sens. Quand je regarde le niveau d'éducation des femmes de couleur, c'est à 20% plus élevé que les femmes non racisées. Fait que les femmes de couleur sont autour de 68% ont des bacs et plus, versus proche de 50% des femmes non racisées ont des bacs et plus. Fait que c'est pas une question d'éducation. Définitivement pas. Puis nous, on se fait toujours dire, allez chercher vos études, allez chercher l'éducation nécessaire, et puis toutes les opportunités vont être devant nous. Les femmes de couleur sont peu représentées dans les postes de gestion, sont peu représentées sur le plan politique, sont presque inexistantes au niveau des postes de haute direction en entreprise, sont presque inexistantes à 0,6% dans les domaines de STEM, malgré qu'ils sont très présentes au niveau des études universitaires. Alors, il y a un pattern qu'on ne peut pas nier. Et puis, j'ai été approchée par Fabienne Collard, puis elle m'a approchée pour commencer une entreprise qui va travailler uniquement au bénéfice des femmes de couleur. Et pas juste les femmes noires. Parce que nous, notre intention, c'est qu'aucune femme va être laissée derrière. Fait que c'est vraiment rassembler toutes les femmes qui sont le plus marginalisées et puis avancer la cause de ces femmes-là afin qu'elles aient les opportunités qu'elles méritent. Puis c'est bien parce que j'aime vraiment ça, la partie que tu viens juste de dire que c'est les femmes de couleur parce que souvent les femmes autochtones sont laissées de côté. Elles, on les oublie complètement. Les femmes arabes, surtout musulmanes. Les femmes asiatiques qui sont discriminées, mais qu'on voit leur discrimination comme une discrimination entre guillemets positive, ce qui aucune discrimination est positive. Des trucs du genre. Donc, j'aime vraiment le fait que c'est vraiment pour les femmes de couleur parce que c'est comme un ensemble. Puis même si c'est des expériences qui sont différentes, c'est vraiment sous le même système et à cause des mêmes raisons, mais c'est des raisons qui sont un peu comme mutantes. C'est des raisons qui prennent de différentes formes et qui s'adaptent, on va dire, à la situation. Exactement. C'est la raison pourquoi nous... Premièrement, moi, je suis pratiquement les Nations Unies. J'ai de la famille chinoise, de la famille blanche, j'ai des Noirs, j'ai des gens asiatiques. Alors moi, ça serait inauthentique de ma part de juste regarder un groupe puis penser que c'est juste la vécu d'un groupe. Pour moi, mon intention, c'est que travaillons ensemble ce groupe-là, puis travaillons ensemble pour atteindre cet objectif-là et pour avoir un effet durable et important. Pour s'assurer que tout le monde nous suive bien, vous avez parlé d'intersectionnalité. Est-ce que vous pourriez vraiment nous expliquer qu'est-ce que c'est? Un petit peu un côté définition de la chose. Absolument. Parce que je vais vous dire que c'est drôle. Pour moi, c'est tellement un terme que j'utilise souvent. Ouais. J'oublie que c'est pas nécessairement un terme qui est connu. Mais je pense que c'est important que dans le lexique de nos entreprises canadiennes, qui est, je dirais, 5 termes qui sont compris. La différence entre la diversité et l'inclusion. Selon moi, ça c'est mal compris parce qu'on met beaucoup l'emphase sur la diversité et pas assez d'emphase sur l'inclusion.
Si on travaille l'inclusion, la diversité va suivre. Fait que ça, c'est un point. La différence entre l'égalité et l'équité, il y a beaucoup de gens qui confondent les deux, puis pensent que si on donne l'égalité, fait qu'on dit OK, parfait. Vous dites que les femmes de couleur n'ont pas d'opportunité? Bien, on va traiter tout le monde égal. Mais ce qui est compris, ce qui est sous-entendu par la notion d'égalité, c'est que tout le monde part du même point de départ. Ce qui n'est pas le cas pour les femmes de couleur. Fait que pour avoir l'égalité, il faut premièrement adresser l'équité. Puis une fois qu'on a adressé l'équité, on va atteindre l'égalité. Fait qu'encore, l'inclusion pour atteindre la diversité, l'équité pour atteindre l'égalité. Ce qu'on voit en entreprise, c'est qu'on est porté à regarder la diversité en silo. C'est vraiment une notion qui dit que les gens qui ont deux aspects de diversité ont un effet multiplicateur en termes de marginalisation. Alors, puis le concept a été conçu par Kimberly Crenshaw en 1989 avec le fameux cas de General Motors où il y avait un programme d'embauche pour les femmes et les gens de race noire. Pour les gens de race noire, c'était les hommes qui pouvaient travailler en usine, les femmes n'avaient pas le droit de travailler en usine, et puis les femmes avaient le droit au poste en bureau. Puis ce qui arrivait, c'est que les femmes de race noire étaient exclues des deux situations d'embauche. Le fait d'être noire et d'être femme, jumelé, l'intersection de ces deux choses-là faisait en sorte que la réalité pour ces femmes-là était multipliée en termes de marginalisation et la vécue. Fait que c'est vraiment la notion de l'intersection des éléments de marginalisation. C'est sûr qu'il doit y avoir des inégalités entre les femmes de couleur. Pendant des décennies, moi, je raidissais mes cheveux. Et je ne sais pas si vous avez déjà constaté, mais beaucoup de femmes de race noire vont porter des perruques, vont raidir leurs cheveux. Pourquoi? Parce que les traits, le plus noirs que vos traits sont, le moins de chances que vous allez avoir de croissance dans votre carrière, etc. Fait que même à l'intérieur de l'ensemble et le mosaïque des gens de couleur ou des femmes de couleur, les femmes qui ont plus de traits cocasses, les traits de femmes blanches, sont favorisées versus les femmes qui ont les traits plus racisés. Alors, moi, ma mère, c'est une femme noire, mais elle est rousse avec la peau très pâle, les yeux percés. Moi, j'ai deux filles. J'ai une fille qui a les cheveux presque sont bruns, mais châtains. Et puis, c'est celle que Elissa connaît. Elle est très pâle. Puis, quand elle était jeune, les gens ne savaient pas qu'elle était noire. Et j'ai une autre fille qui ça paraît c'est un enfant mixte, une personne mixte. Fait que le vécu de ces deux personnes-là, c'est pas pareil. Fait que... Et c'est intéressant que... Ouais, de dire ça parce que j'en parlais avec ma soeur. Je sais pas si c'est pas Cyrine, l'autre que tu connais pas, Yasmine. Parce que moi, j'ai l'air des 4 enfants, j'ai l'air la plus blanche des 4. Parce que nous, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, je suis arabe. Mes parents sont... Ma mère est tunisienne et mon père est libanais. Et ils ont immigré ici. Je suis première génération qui est née au Canada. On est 4 enfants. Et de tous les enfants, j'ai vraiment l'air blanche. Et ma soeur, elle m'en parlait. Elle me disait... Je me suis toujours demandé, Elissa, c'était quoi être toi? Parce que si on voit pas ton nom, là... Elissa Khoury, qui est très arabe. Si on voit pas ton nom, on peut pas savoir tu viens d'où. Et j'ai dit, je sais, j'ai le privilège d'avoir l'air blanche. Et c'est exactement ce dont tu parles, c'est que même si tu as les origines, même si tu viens pas de ce pays, juste le fait d'avoir, moi, ma peau est
blanche et mes traits sont ambigus, c'est exactement ça parce que moi, j'ai le privilège de pas refléter mes origines. Mais tu as une conscience du vécu que tu as juste pour ces raisons aussi banales que ça, qui fait en sorte que ta réalité n'est pas pareille comme celle de tes sœurs. Puis c'est la réalité entre mes deux filles. Exactement, ouais. À un tel point que Gabi, ma plus jeune, elle se faisait poser la question si elle était adoptée. Oh ouais! Quand je venais la chercher à l'école. Oh mon Dieu! Ok, ouais, bon. Mais c'est ça, donc c'est vraiment comme un privilège. Puis c'est aussi, t'en parlais, tu sais, on va dire se raidir les cheveux, c'est aussi la notion du professionnalisme au travail. Que les traits noirs ne sont pas vus comme professionnels et ça fait partie de la certaine discrimination, n'est-ce pas? Tout à fait. Fait que j'ai une collègue qui est partie en voyage d'affaires, puis elle portait ses tresses, ses belles tresses africaines. Puis elle s'est fait dire que c'était pas professionnel, puis elle s'est fait demander de défaire ses tresses pour aller en voyage d'affaires. Fait que ça, c'est toutes des choses que ça fait toute partie, quand je vous ai parlé que moi, j'ai une prise de conscience de toutes les choses que j'ai pu avoir vécues, que j'ai normalisé et j'ai rationalisé, puis ça faisait partie de ma vie, puis je posais même pas de questions, ça faisait partie de ma réalité. C'est le genre d'expérience que moi, j'ai vécu dans mes 25 ans de carrière, mais presque 30 ans de carrière, qui reflète la réalité de la majorité des femmes de couleur. Ouais, puis c'est exactement ça. Puis justement, on parle des inégalités au travail, puis ça, c'est des inégalités un peu physiques, puis on le voit, puis c'est apparent. Mais c'est quoi les autres sortes? C'est comment reconnaître un peu les formes plus subtiles de discrimination? Ou comment est-ce que, sinon, la discrimination peut se manifester au travail? La discrimination au travail, ou l'inégalité au travail peut se manifester de façon très subtile. Les microagressions au travail, ce sont des comportements ou des commentaires qui peuvent être autant très évidents que très subtils, qui vont mettre en évidence les différences des gens autour de nous. Un exemple que je peux vous donner. Moi, j'ai déjà eu un collègue que j'étais assis dans mon bureau, puis en fait, j'étais en réunion avec quelqu'un, puis tout d'un coup, je sens quelqu'un qui touche mes cheveux. Puis là, je suis là, mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Puis c'est un collègue qui dit, écoute, j'ai toujours été curieuse, là, je voulais savoir ça avait l'air de quoi. Fait qu'elle jouait dans mes cheveux. Puis ça, c'est quelque chose que jamais de la vie... Je suis pas un animal dans un zoo. Je suis pas en tout cas, ce sont le genre d'expérience qui, pour elle, c'était juste une question de curiosité, mais pour moi, c'était humiliant comme expérience. D'autres expériences compliquées, d'autres façons que ça peut se manifester. Des compliments pour des comportements qui sont tout à fait normaux. Fait que les gens sont tellement mal à l'aise avec les gens qui ne sont pas comme eux, qui sont portés à overcompensate, d'exagérer les reconnaissances de leurs défis au travail puis leur réalisation au travail. Bien ça, c'est des microagressions puis c'est des inégalités. Vous ne traitez pas leur réalisation de la même façon que vous traitez leur père. Autant qu'on peut voir l'inverse. Souvent, ce qu'on va voir, je vais vous donner l'exemple de Obama. Barack Obama, il a dû être parfait pour être élu comme président aux États-Unis. S'il y avait le moindre défaut, on aurait préféré un Donald Trump versus un Barack Obama. L'exemple, c'est Hillary Clinton versus Donald Trump. Mm-hmm. Hillary Clinton, avec ses peu de défauts qu'elle aurait pu avoir, à comparer à Donald Trump,
littéralement, il est que des défauts, selon moi. Lui était plus acceptable qu'elle. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société qui va toujours privilégier, pas toujours, mais jusqu'à présent, privilège les hommes blancs. Fait que ça nous amène à un point que je veux absolument partager avec les gens qui vont nous écouter. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut que les gens comprennent. Les systèmes qu'on a dans nos entreprises, les systèmes pour recruter, pour promouvoir, pour compenser, pour établir les plans de succession en entreprise, tous ces systèmes-là ont été conçus pour maintenir le statu quo. Ce qu'on a vu, c'est que quand on nous a dit aller chercher la diversité, c'était quoi le réflexe? Aller chercher la diversité qui nous rend le moins inconfortable possible. Fait qu'aller chercher les gens qui nous ressemblent le plus pour pas que je sois trop mal à l'aise, puis que j'accepte que ces gens-là méritent d'être dans la haute direction. Fait qu'est-ce qu'on est allé chercher? Les femmes blanches, nos sœurs, nos tantes, les mamans. Et on est allé chercher les hommes gays, blancs, pour dire, on est divers, on atteint la diversité, regardez. Mais c'est homogène. Si on veut créer des environnements de travail qui vont être inclusifs, et si on veut maintenir la diversité de façon durable, il faut absolument créer des environnements inclusifs pour les groupes le plus marginalisés en milieu de travail. C'est la seule façon de le faire. C'est tellement intéressant ce que vous dites parce que plutôt vous parliez qu'on voyait vraiment la diversité en vase clos. Et c'est assez triste qu'on n'ait pas vu un effet peut-être multiplicateur de les femmes sont rentrées sur dans les conseils d'administration, sont conscientes, on l'espère un peu plus conscientisées parce qu'ils ont vécu une partie. C'est parce que ça fait 150 ans que c'est notre réalité. Fait que même les gens qui sont le plus marginalisés supportent le statu quo, supportent le système actuel. Et puis ce que je dis à les VPRH du Canada, c'est qu'il faut déconstruire ces systèmes-là et les reconstruire. Il n'y a pas moyen de garder les mêmes systèmes et structures qu'on a et avoir un résultat différent. Impossible. Et si on défait ces systèmes-là puis on développe un milieu de travail inclusif et diversifié, quel impact ça peut réellement avoir sur la vie personnelle et professionnelle des femmes? C'est vrai, sur la société en général. Bon, premièrement, ça va avoir un impact positif sur tout le monde, tout simplement. Toutes les études démontrent que les entreprises diverses, qui ont une diversité à l'intérieur de leur main-d'œuvre et leur haute direction, démontrent beaucoup plus d'innovation, de 35% de plus d'innovation. La réalisation en termes de revenus des entreprises qui ont la diversité est supérieure aux entreprises qui sont plus homogènes au niveau de la haute direction. Fait que c'est pas une question qu'on demande aux entreprises de faire des sacrifices en changeant leur façon de faire. Puis moi, je dis toujours aux dirigeants, vous voulez une façon très facile d'avoir plus de profitabilité? Embauchez-nous. Va chercher du monde qui ne vous ressemble pas. Mais c'est difficile. Arrêtez de recruter les gens qui vous ressemblent. C'est difficile, ça, par se confronter et se faire... On le dit tous, moi, je vais être entourée de personnes qui sont meilleures que moi et qui pensent différemment. Mais dans l'action, peu de gens le font. Mais Laurence, tu viens de dire quelque chose qui est tellement vrai. C'est que, selon moi, si on veut faire un changement réel, il y a deux choses qu'il faut qu'on admette. Premièrement, parce que j'ai eu des hauts dirigeants qui me disent « quand j'entends
du racisme systémique, là, ça m'agresse quand j'entends ce terme-là. Puis je dis, OK, j'ai dit, on va arrêter de dire ce terme-là. Si je dis pas racisme systémique, est-ce que vous êtes prête à admettre que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et tous les systèmes qui supportent vos processus de recrutement, etc., et de promotion et de nomination dans des postes de haute direction, que ce que ça fait, que le résultat de ça, c'est ce que vous voyez actuellement. Malgré que vous êtes d'accord que la diversité est importante, malgré que pour vous c'est une priorité, ce que vous voyez malgré tout ça, avec les systèmes que vous avez actuellement, c'est que vous voyez des hommes blancs et des femmes blanches. Et pas tant que ça de femmes blanches. La majorité des hommes blancs. Fait que ça a maintenu le statu quo. Fait que est-ce qu'on peut au moins admettre ça? Puis les gens vont dire, oh, OK, oui, je dois l'admettre. J'ai dit, deuxième chose qu'il faut admettre, qu'au fond de vous, les hommes blancs, vous ne voulez pas changer ça. Au fin fond de vous, vous pensez que pour faire de la place pour d'autres, vous allez en perdre. Ça va faire en sorte de vous enlever de la place. Mm-hmm. Que vous avez toujours, que vous avez bénéficié depuis toujours. Fait que ça, là, si les gens ne sont pas prêts à admettre ça, on n'avancera pas. Donc, quel type d'initiative les entreprises peuvent faire pour vraiment avoir un impact puis avoir des réels changements? Bonne question. Moi, j'ai déjà des idées parce que j'ai travaillé dans les RH depuis des années, puis je sais qu'est-ce qu'on peut faire pour déconstruire ces systèmes-là. Mais j'ai pas l'arrogance de penser que j'ai toutes les réponses et je connais toutes les réalités de toutes les femmes de couleur. Fait que nous, on va passer une période au mois de juin et juillet de faire un processus de consultation auprès de la communauté. Puis on va consulter les jeunes femmes, les femmes en milieu de carrière et les femmes qui sont au niveau exécutif, de tous les groupes des femmes de couleur, mais aussi les gens dans les RH et en entreprise pour savoir, selon ces gens-là, c'est quoi leur réalité puis leur perspective sur pourquoi on n'a pas fait tant de progrès que depuis les 150 dernières années. Et puis on pense que ça va nous prendre 180 ans pour atteindre la parité en entreprise. Puis ça, c'est la parité pour les femmes blanches. C'est pas la parité pour les femmes racisées. Nous, c'est autour de 200 quelques années, là, de presque 300 ans que ça projette pour atteindre la parité. Fait que je pense que mais des exemples de choses qui ont déjà été faites que moi j'ai vues. J'ai parlé à un PDG américain, puis lui, il a demandé à toute son équipe d'exécutifs d'aller proposer les successeurs pour leur poste. D'amener 3 personnes, un premier choix, un deuxième choix et un troisième choix. Quand ils sont arrivés avec leur choix, il a dit « Parfait, la personne que vous devez développer pour vous remplacer, c'est le troisième. C'est pas le premier ni le deuxième. » Pourquoi? Parce que selon lui, c'est certain qu'on va mettre quelqu'un qui nous ressemble de groupe marginalisé dans ce groupe-là parce qu'on sent une obligation de reconnaître la diversité. Mais souvent, ces gens-là se retrouvent pas dans les premiers choix. Fait que lui, il a dit, je vais choisir le troisième et vous avez une obligation de développer cette personne-là pour être votre successeur. Puis c'était sa façon de changer la façon d'approcher les plans de succession. Puis j'aime que tu as donné vraiment une réponse par rapport à déconstruire les systèmes puis structurels. Mais sinon, quel conseil est-ce que tu pourrais donner au plan plus personnel à nos auditrices ou auditeurs de qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour créer pour aider justement à créer cette société plus égalitaire? Oh. Premièrement, les gens qui sont marginalisés soient ouverts et doux avec les alliés. Les alliés vivent une perturbation aussi. Et puis,
j'ai souvent vu des gens qui ont réagi de façon assez agressive envers une petite erreur qu'un allié aurait pu faire. Puis moi, je préfère avoir quelqu'un qui a au moins la volonté de vouloir faire partie d'un changement, puis de travailler avec cette personne-là au lieu de l'aliéner, malgré que cette personne-là est en train d'essayer de naviguer une nouvelle réalité qui peut faire en sorte que ces gens-là peuvent faire des erreurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'éduquer. Quelque chose de très simple, allez chercher un ami, approchez quelqu'un qui ne vous ressemble pas, qui n'est pas dans votre cercle naturel. Ouvrez votre esprit à des gens que vous auriez peut-être pas été intéressé de connaître. Quand vous voyez des comportements qui sont inacceptables, du racisme, des commentaires qui sont pas acceptables, ayez le courage de le confronter. Puis je ne dis pas de façon agressive puis attaquer la personne, mais utilisez le moment de faire de l'éducation. Et puis, challengez vos propres billets. Tout le monde a des billets. Prendre conscience de ces billets, puis les challenger constamment. Vous parlez d'éducation, une question qu'on aime toujours poser à la fin du podcast. Est-ce que vous avez des références, livres, balados, quoi que ce soit, que vous pourriez conseiller à notre auditoire? Bien, c'est intéressant cette question-là parce que là, le fait d'être confiné, là, tout ce que j'ai fait, c'est d'écouter des podcasts. Puis bon, dernièrement, j'écoutais le 1619 Project. Ça a été développé par le New York Times. C'est un sujet de discussion aux États-Unis actuellement parce que les républicains essaient de l'exclure de les écoles. Puis ça parle du fait que toute la structure du pays, des États-Unis, a été... En fait, toute la structure est fondée par l'esclavage et puis sur les effets de l'esclavage aux États-Unis. C'était quand même très intéressant. Comme autre podcast, j'ai The Grapevine, qui est aussi très intéressant. Puis The Grapevine, ils ont un Grapevine aux États-Unis ainsi qu'un Grapevine en Europe. Fait que c'est deux perspectives différentes. Puis Brené Brown, Dare to Lead, est très intéressante parce que c'est quelqu'un qui challenge nos façons de penser puis nous fait réfléchir sur nos approches. Comme lecture, moi, je dis, tout le monde devrait lire White Fragility by Robin DiAngelo. White Fragility qui explique un petit peu la dissonance et le fait de s'orienter vers la diversité et le browning of the world, le fait qu'on voit de plus en plus de l'immigration des gens qui ne nous ressemblent pas dans nos pays, fait en sorte que ça perturbe les gens de race blanche. Et puis, l'autre affaire, deux derniers que je proposerais, The Inconvenient Indian, qui est intéressant. Ça explique un petit peu la réalité de nos frères et sœurs autochtones au Canada. Et puis, Color Coded. Puis, c'est vraiment l'histoire du racisme au Canada. Chose des fois, on oublie parce que c'est tellement flagrant aux États-Unis, puis... qu'on oublie que ça existe ici aussi. Merci beaucoup. Et finalement, la question que j'aime toujours poser, que souhaitez-vous pour la société? Bien, je souhaite que l'élan et le mouvement qu'on voit, pour moi, c'est la première fois qu'on voit que les gens insistent qu'il y ait un changement. J'espère que qu'après que la pandémie se calme, puis on revient à la vie normale, que cette vie normale-là, c'est pas le statu quo qu'on a vécu depuis des années en termes de diversité et l'inclusion. Fait que j'espère qu'on continue ce qui a été commencé en 2020, malgré que ça a été commencé par la mort de George Floyd.
Bon, ben, ça conclut ce magnifique épisode. Merci beaucoup, Nicole, pour de vrai, pour ton énergie, puis toutes les explications. C'est vraiment de l'information, comment dire, nouvelle, et c'est vraiment une information importante. Donc, merci d'avoir pris de ton temps, de vouloir éduquer, justement, ceux ou celles qui sont pas nécessairement familiers ou qui veulent en savoir plus. Donc, vraiment, ton temps est très apprécié. Mais merci de m'avoir invité. J'ai adoré l'expérience.